Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence atelier du CIRAM qui est, je pense, la dernière de l'année, si je ne me trompe pas, parce qu'on est vers la fin de la session, donc la semaine prochaine, j'imagine qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se concentrer sur leur examen. On a le plaisir d'avoir Omar Laïdani, qui est doctorant en droit à l'Université de Montpellier, et aussi en co-tutelle ici à l'Université Laval. Il a un projet qui est très intéressant qu'il va présenter aujourd'hui sur la reconnaissance de langue berbère, mais on va expliquer ça dans les contextes et dans les cadres algériens. Je crois que c'est un sujet qu'on n'a jamais traité au CIRAM depuis que les CIRAM existent. C'est un peu à la frontière entre le droit, la politique et l'histoire. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Il avait distribué son papier avant. Moi, j'ai eu l'occasion de le lire et de faire des commentaires, mais je pense que Amar va expliquer ce qu'il a écrit et il y aura la possibilité pour tout le monde de poser des questions. On a la salle jusqu'à 12h30. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'à 12h30. Je pense qu'on peut se fixer 11h30 comme la fin de la session, si on veut. Je laisse tout de suite la parole à Amar. Merci d'être là. Merci à vous tous d'être ici. Et je pense que si tu veux présenter en 25, 30, 35 minutes, quelque chose comme ça, après on pourra ouvrir la salle aux questions. Avant tout, merci pour les présents d'être venus ici. Merci Francesco pour la présentation. Je pense qu'elle était plutôt exhaustive. Donc oui, c'est un article qui traitera sur la reconnaissance des langues amazighes, précisément des langues berbères, de toute façon. Dans la constitution algérienne, cette constitution suite à la révision de 2016. En fait, ce n'est pas c'est plutôt sur le thème de l'officialisation, parce que la reconnaissance avait été déjà faite par la précédente révision de 2002. Comme a très bien expliqué professeur Cavatorta, si on peut dire, c'est un article donc de droit. Je suis de formation juriste, mais je suis aussi historien du droit, donc c'est un peu un carrefour entre le droit et l'histoire. Ce carrefour qui nous permet aussi de faire certaines incursions, je peux dire sortir un peu de ma zone de confort. Je vais me lancer un petit peu dans la politique, dans les sciences politiques. Et ça, ça me met mal à l'aise en tant que juriste. On a un peu tendance à se mettre en arrière, mais bon, je vais essayer un peu de gérer tout ça. Donc, le titre est un petit peu provocateur. Donc, je me suis posé la question. En fait, une opportunité manquée. Pourquoi? Est-ce que le titre est polémique? Non, c'est une question. C'est un peu la question épistémologique que je me pose pour cet article. Ça part d'un constat. Si on ne connaît pas l'histoire un peu des rapports assez complexes de la question berbère, ou plus précisément de la question kabyle avec cette question entretenue avec le droit algérien, et on lit pour la première fois la Constitution, en fait, on voit que cette Constitution reconnaît, trois des questions, que cette Constitution, en fait, donne une certaine reconnaissance à au moins ce qui a été les 3 points clés, on peut dire, de la lutte politique des Amazirs depuis 1948 au jour d'aujourd'hui. Premièrement, le préambule, et ça c'est déjà la Constitution, ça a été déjà introduit en 1996, le préambule de la Constitution reconnaît l'amazirité avec l'islam et la langue arabe comme un des éléments fondateurs. Donc c'est un préambule de l'identité entre guillemets algérienne. Et ça a été introduit déjà en 1996. Deuxièmement, j'anticipe un peu mes conclusions, on voit que la langue amazigh, l'article 4, en fait, a complété le précédent article 3 bis qui a été introduit par la réforme constitutionnelle de 2002. En fait, la langue amazigh devient langue nationale et officielle. Langue nationale, ça a été la réforme de 2002. Langue officielle, c'est la réforme de 2016. Ça impose une certaine contrainte. C'est-à-dire, le législateur s'impose une contrainte beaucoup plus forte que celle de 2002. En plus de ça, toujours cet article 4 est complété par la formule suivante. Donc l'État s'engage par le biais d'une loi organique à adopter, on peut dire, à mettre en place, à donner une actuation, à prévoir des normes, une politique qui applique ce principe.
Donc, en fait, je me posais la question, pourquoi cette réforme qui est venue, si cette réforme avait été adoptée, je vais faire un petit fantasme, il y a 40 ans, elle aurait été mieux acceptée. Aujourd'hui, quand on fait un petit tour sur les blogs, on peut dire, de tous les milieux, même des partis politiques, des débats, des intellectuels, des professeurs universitaires, on voit qu'il y a une certaine froideur dans l'accueil de cette loi. Je veux dire, une certaine même forme de froideur. Elle n'a pas été accueillie avec l'enthousiasme qu'on pourrait s'attendre. Alors, pour éclaircir un peu ce point, je pense qu'il faudrait revenir un peu à l'histoire et plus précisément comprendre un peu la question berbère, parce que cette loi octroie ce titre de langue officielle, non pas à une variété du berbère, mais à l'ensemble des langues berbères dans toutes leurs variétés. C'est une première différence avec, par exemple, la réforme marocaine, qui n'a pas toute cette... qui est rédigée de façon différente. Donc, en Algérie, c'est la langue berbère, mais il y a une dimension locale. Au Maroc, non. Si on voit la réforme marocaine, on parle des langues berbères comme patrimoine commun. Donc il y a une petite ouverture régionaliste. Et donc on va gérer un peu tout ça. Alors, déjà, je voudrais un petit peu éclaircir, déjà fixer, alors déjà définir qu'est-ce que ce sont. Donc je sais qu'il y a des termes qui sont utilisés, tamazir, berbère, kabyle, souvent on les utilise comme si c'était des synonymes. Donc je voudrais éclaircir un peu sur les différences de cette terminologie pour ceux qui ne connaissent pas trop, ceux qui ne sont pas trop habitués à la question berbère. Bon, déjà, le terme, on peut dire, berbère était un terme qui était utilisé surtout pendant des siècles, pendant la période coloniale, même par l'historiographie, l'anthropologie française, et non seulement pour désigner les populations berbérophones, donc des populations d'Afrique du Nord, et non seulement d'Afrique du Nord, il y a des berbères aussi en Afrique subsaharienne, on les retrouve notamment au Niger, au Mali, qui parlent les langues berbères. Souvent, donc ce terme est un terme qui est assez réfuté par les berbérophones aujourd'hui, étant donné qu'il a une portée, dirais-je, on peut dire péjorative. Hein. C'est un terme qu'on attribue. Certains disent que c'est l'origine attribuée à Ibn Khaldoun, donc qui vient d'un terme de barbaros, que les Arabes ont pris donc du grec, et qui est en fait un terme péjoratif. Le terme utilisé aujourd'hui est le terme amazir, qui est au tamazirt pour parler de ces langues. Et en fait, il y a la question que je voulais développer, c'est la question donc berbère dans le cas régional spécifique de l'Algérie. Mais quand on analyse sur une grille politique, on voit que la question berbère en Algérie a été, sur le plan politique, avant tout une question kabyle. Je vais expliquer pourquoi. Donc pour éclaircir un peu, je vais me concentrer sur cette région, cette région d'Algérie, et donc qui a une histoire particulière. Si je veux trouver qui a eu, donc déjà c'est un territoire donc, du nord de l'Algérie, assez étendu. Quand on part des alentours à quelques kilomètres d'Alger, on arrive jusqu'à Constantine. Les géographes ont fait une distinction entre la petite et la grande Kabylie. En un mot, c'est la Kabylie donc, du montagne du Djurdjura, et à la séparation, on peut dire géographique, qui est l'oued Soumam. La petite Kabylie, on peut dire c'est la région de Bougie, donc la Kabylie orientale. Ces deux territoires, cette dichotomie, on peut dire qu'elle a été introduite par les Français, surtout par les Français, mais en fait correspond aussi à deux réalités différentes. La grande Kabylie a été moins exposée historiquement à l'influence de tous les empires centraux qui se sont partagés l'Afrique du Nord des Romains jusqu'aux Ottomans. La Kabylie orientale, en fait, a été plus exposée à ces influences. Et sur le plan aussi historique, parce que le territoire qui correspond à la Grande Kabylie a été peuplé, on peut dire, le noyau de tribus, c'est les Hérouaren aux Zouawa en arabe. On atteste leur présence à partir du XIIe siècle. Pourquoi quelle est la particularité? La particularité de la Grande Kabylie, et là je fais référence surtout aux travaux là, de Hugh Roberts qui sont assez clairs. En fait, c'est la présence donc d'une forme de ce on utilise, ce que Roberts définit comme self-government, d'autogouvernement. En fait, cette dialectique que ce territoire a eue, donc c'est un territoire organisé qui a une langue spécifique, une variante des berbères qui est le kabyle. En plus, c'est un territoire qui a connu une forme d'autogouvernance qui est le fruit aussi d'une dialectique que ce territoire a entretenue avec toutes les entités, on peut dire, étatiques ou impériales qui ont essayé cette dialectique, mais aussi des rapports d'échange. C'est un rapport plutôt complexe.
C'est un territoire donc, qui est structuré, qui a beaucoup de points communs avec d'autres territoires berbérophones et non d'Afrique du Nord. Donc c'est structuré en tribus, dans le terme Kabila, donc Kabyl. Donc Kabyle, c'est un terme donc, qui fait référence à la structure tribale. Deuxièmement, c'est la présence d'institutions, des assemblées, les Jamara par exemple, et une structure tribale qui prend le mot de Arche, donc une forme. Et c'est pour ça que déjà, à l'époque française, là c'est Roberts qui l'a remarqué souvent dans ses ouvrages, je lui rends hommage, quand il fait référence à un ouvrage fondamental, on peut dire, qui a été La Kabylie et les coutumes kabyles d'Anatole Le Tourneau, les deux auteurs, deux militaires français qui commençaient à appréhender donc la question, à étudier les Kabyles, c'était la génération, on peut dire, des militaires ethnologues, ont utilisé un terme britannique qui est self-government. C'est assez rare quand même pour des fonctionnaires, des militaires français du 19e siècle faire référence à un terme britannique qui signifie nation demi-civilisée. C'est le terme du droit colonial que les Britanniques utilisaient par exemple pour indiquer les populations de l'Inde. Et en fait, ce type de gouvernance qui a été fondée, donc on peut dire, qui présente des points communs avec les autres formes de gouvernance, je vais dire traditionnelles que nous trouvons au Maghreb, a des peculiarités. Déjà, la présence des Arches qui ont une force inouïe en Kabylie, ils ont une portée plutôt abnorme. Et d'autre côté, nous avons la présence très forte des institutions, donc comme les Djemras, ces assemblées villageoises. Et cette caractéristique, et là je cite encore le livre de Roberts, The Berber Government, s'est accentuée à partir du 15e-16e siècle. C'était une dialectique qui était née avec l'Empire ottoman. Les tribus kabyles avaient commencé quand même à arracher des espaces d'autonomie, une autonomie politique qui ne correspond pas trop à une autarcie économique, parce que c'est une région avant tout pauvre. Les Kabyles allaient souvent, les hommes, travailler comme colporteurs dans les territoires donc, de la régence d'Alger. Et donc cette dialectique qui était menée entre la régence d'Alger et les Kabyles, souvent comme instrument de pression, la régence d'Alger utilisait donc fermer les ports, donc l'accès à la mer à ces populations. Cet instrument s'est affaibli suite au congrès de Vienne, quand les puissances européennes ont lancé donc, un ultimatum à la course barbaresque. Donc la régence d'Alger n'avait plus son pouvoir, cette thalassocratie qu'elle avait auparavant. Et ça a profité aux tribus kabyles qui ont réussi à se maintenir dans un état de semi-autonomie, surtout à partir de l'année 1818. Donc le Borj de Bogny-Tizi-Ouzou a été assiégé. Et donc là, c'est une situation de semi-autonomie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un territoire qui a une sorte de gouvernance particulière. Déjà, c'est avant la colonisation française. Donc la colonisation française va changer la donne. Donc il faut dire que même le régime qui a été appliqué en Kabylie était assez différent du reste du pays. Donc premièrement, ce territoire, je vais essayer d'aller vite, a été conquis en 1857, donc bien après 1830. Ça a été une opération donc, qui a été menée par Bugeaud et qui a été terminée par Randon. La population kabyle avait attiré beaucoup l'attention des militaires qui avaient mené une mission scientifique déjà à partir des années 1840. Cette mission scientifique avait comme but d'étudier les mœurs, les coutumes, la structure politique, la langue, le rapport à la religion. Nous avons des ouvrages de Doma Fabar. Par la suite, ces ouvrages, donc avant même que la conquête soit achevée, même Alexis de Tocqueville va se pencher sur cette question, et même, on peut dire, il y avait un débat sur le fait de lancer au moins de cette conquête. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les Français, à partir de 1857, c'était surtout les militaires français qui vont administrer ce territoire et vont essayer de s'appuyer sur cette structure tribale. Donc les Français vont s'appuyer une gouvernance, dans un premier temps, ils vont essayer le gouvernement, entre guillemets, indirect. Ça ne va pas fonctionner. Mais par la suite, ils vont commencer à intervenir en s'appuyant sur ces institutions, surtout l'institution des Djemras. Et la France, les militaires, le territoire a été partagé en différents cercles. Les militaires, on peut dire, avaient un pouvoir de veto et de censure sur les décisions. Par exemple, le choix des amines, qui étaient un peu les élus locaux, la France essayait, selon après la sensibilité de différents cercles, d'influencer ces Djemras, mais ils les ont maintenus en place. Donc en fait, il y a une gouvernance qui s'est maintenue en place. Deuxièmement, et très important, c'est la politique, entre guillemets, coutumière. En effet, les coutumes kabyles ont été
les premières coutumes qui, dans le Second Empire colonial français, ont fait l'objet d'une codification. Je fais référence à un ouvrage fondamental qui a été celui de la Kabylie, les coutumes kabyles de Hanoto et le Tourneux. Et les coutumes kabyles donc ont fait l'objet d'une sorte de codification non officielle. Mais c'est un élément très intéressant parce que parallèlement à cet intérêt envers les coutumes kabyles, il y avait un intérêt aussi envers la langue. Le militaire qui va participer à cette codification, le commandant Hanoto, était berbérophone, il parlait très bien kabyle, il va écrire même un dictionnaire de langue kabyle. Donc on comprend qu'il y a un intérêt parallèle qui se développe entre la langue et les coutumes. Et là, c'est plutôt intéressant. Et de note sur les coutumes, on peut dire que la Kabylie avait une tradition qui était celle... les coutumes avaient un poids très important. Et plusieurs ligues, villages ou même des tribus publiaient, rédigeaient des statuts villageois qui prenaient le nom de Kanoun. Ces Kanouns étaient rédigés en langue arabe. Petite note, avant, on peut dire, la conquête française, donc j'ai dit que la situation, donc les Kabyles étaient dans une situation, on peut dire, d'autonomie, quasi-autonomie politique, mais pas d'autarcie économique. Cela les poussait à aller ailleurs, donc à apprendre l'arabe dialectal. Donc c'était une sorte de bilinguisme. Ça, je fais référence toujours à Roberts, un article qu'il a écrit en 1980, où il parlait en fait d'une forme de bilinguisme qui s'était imposée. Les Français vont imposer un nouveau type de bilinguisme, un bilinguisme kabyle-français. Comment ? Nous savons que la France a mené aussi une politique donc linguistique. Premièrement, pendant le régime, et ça a été déjà pendant le régime militaire, les Français vont, surtout ça va être surtout en Grande Kabylie, vont faire en sorte d'affaiblir la présence des marabouts et des zawiyats, qui étaient un peu ces confréries soufis. La France va affaiblir, et ça va être un affaiblissement aussi de la langue arabe, de l'arabe classique. Deuxièmement, sur le plan juridique, les tribunaux, et ça va être une constante un peu de la politique française, soit pendant le régime militaire, mais ça va s'accentuer encore plus pendant le régime civil à partir de 1871, quand ça va être l'administration civile. Donc les tribunaux, les qadis, les musulmans ne vont pas être opératifs en Kabylie. Les Français vont essayer on peut dire, mais d'expulser ce type de juridiction qui était déjà faible. Et en fait, cela aura des conséquences. Alors, premièrement, pendant le régime militaire, le problème ne se posait pas. C'était les Djamara qui administraient la justice, qui édictaient encore des canons, bien que sous veto français. Cet élément va s'accentuer sous l'arrivée à partir de 1870 avec l'arrivée du régime civil. En fait, les militaires, les bureaux arabes vont être remplacés par une administration civile qui va mettre en place des juridictions, des juges de paix, des Français qui ont été appelés à appliquer les coutumes kabyles. Ils vont se tourner vers les coutumes codifiées par Hanoto et le Tourneux. Donc en Kabylie, le droit va être rendu en langue française. Mais tout de même, la France va prévoir la présence, et là c'est intéressant, donc il y a la langue française dans les tribunaux, contrairement au reste du territoire, on peut dire de la colonie algérienne. En plus de ça, nous avons les rares, c'est plus en petite Kabylie, donc les rares tribunaux, donc qadis musulmans, donc les juges musulmans qui devaient opérer en Kabylie devaient avoir un certificat de langue kabyle. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'ils devaient passer un test à la faculté d'Alger, oral, et ils devaient comprendre la langue du lieu. Et ça, c'est intéressant. Et ça, cette obligation, ce certificat était prévu aussi pour les instituteurs qui devaient travailler et les inspecteurs du travail. Donc on voit que la France, parallèlement à ce régime de particularisme juridique, a introduit un régime aussi de bilinguisme qui affaiblit la langue arabe. Et ce particularisme aussi juridique va s'accentuer par le fait, c'est un décret qui a été adopté en 1874, qui prévoyait qu'en matière de statut personnel, les indigènes musulmans, en fait, étaient régis par leurs coutumes ou par le droit musulman. Alors, seuls les Kabyles étaient régis par leurs coutumes. Par coutume, c'était les coutumes codifiées par les Français. Donc, en matière de succession, c'était successoral, en matière de divorce, ça va être appliqué, et en matière aussi de biens fonciers. Donc, c'était la shefara qui va être appliquée de façon différente en Kabylie. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est un statut particulariste.
En plus de ça, la Kabylie a eu des gouverneurs, je fais référence à Camille Sabatier, qui a été le gouverneur qui a été le militaire qui a géré un cercle militaire, Fort National, donc du côté de Michelet, qui a aussi appliqué une politique encore plus particulariste. On peut dire, bon, il était imprégné de ce qu'on appelle le mythe kabyle. Il était très kabylophile à sa façon, avec un paternalisme colonial, donc il fallait aider les Kabyles. Les Kabyles étaient plus propices à accéder à la civilisation. Mais ce dernier avait même après la prise de pouvoir du régime du militaire, maintenu cette situation de particularisme kabyle. Donc en fait, il avait maintenu les Jama'a actives. C'est une figure assez importante parce que Camille Sabatier, avec un autre personnage qui était le juge Gaston Ricci, vont faire en sorte que les coutumes kabyles soient maintenues, ou du moins quand il sera question de réformer les coutumes kabyles en matière de statut féminin, à savoir l'octroi du droit au divorce aux femmes kabyles, qui est un grand débat, et l'octroi des droits successoraux toujours aux femmes kabyles, de faire participer la population à ce débat. Donc eux, ils étaient pour une réforme, on peut dire, des coutumes kabyles, mais en faisant participer ces institutions villageoises. En partie, leurs requêtes, je dis en partie, ont été retenues. Mais bon, ça c'est... Donc, conclusion, c'est un territoire qui a été maintenu dans une situation assez particulière. On ne peut pas parler de politique berbère comme on peut en parler au Maroc, où les Français ont mené une politique berbère sur quasi l'ensemble des populations qui étaient sur leur juridiction, même si même au Maroc, il y a une idéologie très différente. Ça a été mené par... Donc en France, c'était des Saint-Simoniens, des militaires, entre guillemets, socialistes d'une gauche influencée, donc une tendance socialiste saint-simonienne. Au Maroc, non, c'était l'IOT qui venait donc du bord politique opposé, donc légitimiste, royaliste, et qui voulait le maintien. Donc la France au Maroc a joué sur une politique un peu assez différente, un peu contradictoire. D'un côté, le maintien du Marzan, et de l'autre côté, le maintien des autonomies des tribus berbères. C'est joué un peu sur ce registre. Mais si on compare, par exemple, la situation algérienne et la situation marocaine, elles sont très différentes. En 1930, le Maroc, il était question d'adoption d'un dahir berbère, donc une sorte d'ordonnance qui maintenait en place des tribunaux berbères au Maroc. Il y a eu une très forte opposition à cette politique au Maroc. C'est aussi dû aussi à la forme juridique du protectorat qui quand même octroyait une certaine autonomie. En Algérie, non. Là, en Algérie, on a une véritable, je vais dire, mutilation de toute forme de souveraineté, même sur les propres coutumes. Voyons que la colonie, la forme qui a été... L'Algérie, en ce sens, se rapproche beaucoup à l'Afrique subsaharienne. Si on voit la politique de codification des coutumes a été menée même au Sénégal par les mêmes gouverneurs. Ça se rapproche beaucoup à cette dimension-là. Donc, la question, donc en fait, il y a eu, pendant toute cette période coloniale, je vais essayer d'accélérer un peu, il y a eu quand même une sorte d'élite kabyle qui a commencé, on peut dire, à voir le jour, on pense, et qui a commencé, on peut dire, à prendre un peu conscience un peu de l'histoire de l'ensemble des Berbères. Je pense à une figure fondamentale qui était Siamar Boulifa, qui est un historien kabyle, enfant d'instituteur, qui en fait francophone, qui va écrire un ouvrage fondamental, le Djurdjura à travers l'histoire. C'est un ouvrage dans lequel il explique un peu toute l'histoire de la Djurdjura, de cette montagne, de la Kabylie généralement. Il s'occupera lui aussi des coutumes, il va traduire des canons kabyles en langue française, et là on voit toujours la francophonie. Et il va s'intéresser aussi de la langue, donc kabyle. Cette première génération c'est une génération donc, qui avait été formée dans des écoles françaises. Il faut dire qu'il y a une forte scolarisation française en Kabylie. D'un côté, il y avait des écoles laïques qui ont été mises en place à partir donc, des réformes de Jules Ferry, mais il y a aussi des écoles catholiques, notamment les Pères Blancs, qui ont été voulues par le cardinal Lavigerie, donc une présence aussi catholique qui a beaucoup alimenter ce sentiment, on peut dire, particulariste, on peut dire, des Kabyles. Les Pères Blancs seront présents en Kabylie jusqu'à l'émission catholique, jusqu'en 1982, donc bien après l'indépendance. 1948, 49, une date fondamentale, explose au sein du mouvement national algérien, donc le MNA, qui était guidé par Messali Hadj à l'époque, de la question, soi-disant question berbère. C'est un moment crucial, on peut dire. Un très jeune... Ali Yahya Abdenour, qui était le futur avocat donc, algérien, qui était même invité ici à une conférence, je pense, à l'Université Laval, qui sera le futur donc, avocat dans la Ligue des droits de l'homme algérienne, à l'époque lycéen de 17 ans, va poser la question berbère avant même que le déclenchement de la révolution algérienne de 1954. En 1948, la question est posée.
il y a tout un courant berbériste qui s'oppose, on peut dire, à une certaine, déjà, à un certain projet de société, on peut dire, qui a été soutenu par Messali Hadj et les messalistes, qui en fait parlaient d'Algérie arabe. Les Kabyles, ils parlaient de, on peut dire, ce courant qui a été, courant berbériste parlait d'Algérie algérienne. La polémique était aussi sur la lecture un peu de l'histoire de l'Algérie. Même récemment, je pense que Ali Yahya parle souvent dans des interviews qu'il avait pris contact, de connaissance de cette histoire des Berbères. Et c'était très difficile de faire accepter à l'époque aux messalistes, on peut dire, l'idée d'une histoire pré-islamique. Donc déjà, dans cette période, donc, la question, donc, et là on utilise le terme berbère, donc la question berbère. Donc, et ça, c'est plutôt une étiquette qui a été collée, mais qu'ils ont bien acceptée, parce que la portée, ça naît en Kabylie, mais ça a une portée pan-berbériste. Et ça, c'est intéressant, c'est un élément qu'il faut retenir. Ce courant va être affaibli, presque éliminé. Le label, on peut dire, berbériste va être mis de côté, même par les Kabyles, même par ceux qui, on peut dire, pendant la guerre d'Algérie. Après l'indépendance, il y a eu une question, un problème donc, des maquis kabyles dans les années 60, qui a été mené notamment par Aït Ahmed. Et là aussi, on peut dire Aït Ahmed, comme avant lui, Abdel Ramdan, tout ce groupe, on peut dire, de membres kabyles, donc qui ont fait partie de la nomenclatura, on peut dire, du FLN, n'avait jamais trop accepté cette étiquette berbériste, en fait. Il avait un peu mis de côté cette question pendant la guerre d'Algérie. Mais la question, après, donc il y a un problème, c'est la naissance, donc là, deuxième volet, ça c'est celui de la naissance, on peut dire, du droit algérien. Et là, c'est la question berbère, là je vais traiter un peu le volet, de la question berbère et le droit algérien suite à l'indépendance. Déjà, il faut retenir un aspect fondamental. Donc la première loi qui a été adoptée par l'Assemblée algérienne est la loi de reconduction de 1963. C'était une loi qui maintenait en place l'ancienne législation française, à l'exception des lois qui avaient un caractère discriminatoire. Et ça, c'est une particularité, on va dire, de l'Algérie. Donc, de 1863 jusqu'à 1874, jusqu'à l'abrogation de cette loi, en fait, les lois françaises étaient encore en vigueur, à l'exception des lois qui avaient un caractère discriminatoire. En un mot, c'est l'indigénat, qui avait déjà quand même été abrogé en 1944 par la France, il faut le dire, mais c'était ce particulier. En fait, l'Algérie naissait sur des bases nouvelles. Donc, Ben Bella, d'un côté, faisait référence, un peu comme Essali auparavant, à l'arabisme comme force, et la question berbère était vue comme un élément, on peut dire, de faiblesse. Parce que pour des questions géopolitiques, c'était une question régionale. Et là, il y avait la fermeture petit à petit donc, de la chaire de berbère qui était enseignée à Alger. La question donc, du droit, et là, c'est assez compliqué. Il y a eu aussi une question des coutumes berbères, parce que en fait, cette loi qui maintenait la législation en vigueur, il y avait le problème des successions, des héritages, qui étaient ouvertes pendant la France, et les procès qui surgissaient après l'indépendance. Et donc, il y a eu même un bras de fer, on peut dire, entre la Cour d'appel donc, de Tizi Ouzou pendant les années 70, toute une jurisprudence, et la Cour suprême algérienne. En fait, on peut dire qu'avant même l'adoption du Code de la famille, les tribunaux algériens ont pensé de supprimer les coutumes kabyles au nom et les remplacer avec le droit musulman avant que le droit musulman devienne une source officielle. Donc il y a une véritable dialectique qui s'est mis en place pendant les années 70. Et ça sur le plan juridique. Donc les structures politiques, on peut dire, et là tout de même la Kabylie a reçu, là je fais encore référence aux travaux de Roberts, donc la Kabylie quand même a reçu un traitement assez différent, dans le sens que tous les walis, tous les gouverneurs étaient d'origine kabyle, du moins jusqu'aux années 70. Là aussi, il y a des travaux qui ont été faits, très intéressants de Roberts, sous le rapport qu'il y a entre les élus et les djemma kabyles. Donc en fait aussi, l'État algérien a dû faire avec ces institutions très fortes, villageoises, qui n'ont jamais disparu. Et sur le plan linguistique, là, la question se complique, parce que en fait, il y a eu une période dans laquelle l'Algérie ne pouvait pas appliquer, sic et simpliciter, une arabisation.
beaucoup de juges qui venaient en Algérie durant cette période étaient certains coopérants français. Donc l'Algérie avait signé des traités. Ces coopérants français devaient rendre la justice en langue française. Ça, c'était l'accord que la France avait passé à l'Algérie pendant une certaine période, avant de former des juges algériens. Donc il y avait un bilinguisme de fait entre le français et l'arabe. C'était les deux langues. Le français va toujours être présent dans le droit algérien. C'est une constante. Vous pouvez trouver toutes les lois en langue française, tranquillement, sur Internet. Donc de ce point de vue-là, il y a un bilinguisme non officiel qui existe avec la langue française. Durant cette période, on peut dire que le code de procédure civile, deux ordonnances avaient été adoptées en 1966 sur le code de procédure civile et un code, entre guillemets, de procédure criminelle. Et là aussi, aucune référence à la langue arabe. Il y a seulement en 1971 qu'il y a eu une loi d'officialisation qui a imposé la langue arabe. Mais tout de même, dans le code de procédure pénale, nous avons l'article qui prévoyait que le témoin pouvait s'exprimer dans la langue nationale ou dans un patois, entre guillemets. Et en fait, la notion de patois, les Français l'utilisaient pour définir le kabyle, ou les langues. Patois, c'est les langues régionales, donc les langues vernaculaires. Cette loi est encore restée en vigueur en Algérie parce que c'est encore le code de 1966. Donc, ça serait intéressant de voir un peu cette voie. Donc, il y a une sorte de petite ouverture, je ne sais pas si c'est quoi c'est dû. Donc, ça, c'est un élément, je vais revenir après. Donc, c'est durant cette période, donc je fais un petit saut rapide. Donc, l'Algérie, au début, il y a eu une phase, on peut dire, donc de maintien de l'héritage un peu français. Il y a une deuxième phase que doyen d'Alger Ahmed Mahioud définit comme la phase de rupture, on peut dire, la table rase, les années 70. Le législateur algérien commence à légiférer. 75, donc l'adoption du code civil. Et là, il y a la charte de 1976 qui là proclame la langue arabe et qui va causer certaines frictions. Entre-temps, on peut dire que les études berbères avaient continué à avancer, mais c'était surtout en France, dans la diaspora. Il y a eu un mouvement qui était né dans les années 60, l'Académie berbère. Le fondateur, c'était Bessaoud Araf notamment, qui était un des hommes, donc un pas droit d'Aït Ahmed, qui va rentrer en conflit après avec Aït Ahmed, mais ça va être une association culturelle plutôt controversée, avec des idées un peu extrêmes, mais on peut dire qu'il a fondé les bases qui était composée majoritairement par des Kabyles, mais qui avait une idée pan-berbériste. C'était un peu l'esprit des années 70, donc on peut dire des Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa, la grande de Tamasra, et on peut lui attribuer le drapeau Tamazir, la récupération, il a fait un travail récupération de certains mots, de création de près de néologismes, un certain éveil des consciences. Il y avait aussi Mouloud Mamri, qui est un intellectuel, donc kabyle, philologue, écrivain, qui continuait donc en France à enseigner cette langue. Début des années 80, il y a eu Salem Chaker, le groupe de l'INALCO. En France aussi, les études, il n'y avait pas eu de rupture. Gabriel Camps, qui avait commencé à mener des études dans ce domaine. Et un autre événement, donc les années 80, il y a eu 1980, l'année du printemps berbère, donc la question berbère s'était posée à nouveau. Et en Algérie, à Tizi Ouzou, suite à l'annulation d'une conférence de Mouloud Mamri de la part des autorités, il y a eu déclenchement d'un certain type de révolte et un certain éveil. Donc c'est une autre étape fondamentale dans ce mouvement politique. Notre étape fondamentale, 1989, suite aux révoltes, et là aussi de 1988, l'adoption d'une nouvelle constitution algérienne, celle de 89, une véritable constitution, on peut dire rigide, avec des procédures assez complexes de révision constitutionnelle. Là, cette constitution a ouvert les portes, on peut dire, à la liberté d'association, notamment pour les partis politiques. Mais du côté berbère, ça a été on peut dire, beaucoup de villages ont utilisé cette ouverture un peu pour réanimer les anciennes jama'as sous de nouvelles formes qui sont devenues les comités villageois. C'était les jama'as d'antan, mais sous un nouveau nom. Et là, c'est intéressant. Il y a eu une toute petite ouverture en 1990, donc l'enseignement des langues, et ça c'est toujours en kabylie, c'est les langues kabyles déjà dans une université des Ouzo et Bougie. 1991, l'adoption de la langue de l'arabisation. Le législateur, après 71, est intervenu avec une autre loi qui a imposé l'arabisation, on peut dire, dans le droit algérien, dans l'administration. Donc tous les débats, même dans les tribunaux, à peine, on peut dire, de sanctions, devaient se dérouler en langue arabe. Et donc ça affaiblit, on peut dire, la francophonie. C'était une période assez tendue.
Par la suite, donc c'était au début de ce qui va devenir la soi-disant décennie noire. On arrive en 1994-1995. En Kabylie se déclenche une nouvelle grève scolaire, donc la question berbère est encore mise à jour pour la reconnaissance, pour l'enseignement dans un premier temps de la langue, des langues amazighes dans les écoles et la reconnaissance, on peut dire, linguistique. Ça va être et là, c'est intéressant, donc fin des années 90, la question va devenir assez urgente. Après, il y aura des événements dramatiques, des soulèvements, dus d'abord à la mort du chanteur Mato Brunès, et par la suite, on a 2001, il y a eu le nouveau printemps noir, suite aussi à un décès des militants des droits de l'homme âgés de 17 ans. Et là, il y a eu la pression de cette question, est devenue une forme, on peut dire, constituer une certaine urgence. Et ça partait toujours de Kabylie. Donc le législateur algérien a dû un peu affronter cette question du moment où il y a eu une revendication écrite, la plateforme de Luxor en 2001, dans laquelle les participants ont demandé, on peut dire, que Tamazigh, langue officielle et langue nationale, et là, tous ces événements ont porté à la réforme de 2002, réforme de la Constitution algérienne. Cette réforme, en fait, a introduit l'article 3 bis à la Constitution de 96, qui avait déjà reconnu la mazirité comme un des 3 piliers, on peut dire, de l'identité nationale. La réforme de 2002 a accordé le statut de langue tamazigh, donc de toutes les langues tamazigh, comme langue nationale, non pas officielle, et ne prévoyait aucune loi organique pour l'application. Cette loi, par la suite, il y a eu plusieurs critiques qui ont été faites au milieu universitaire. En fait, de 2002 jusqu'à 2016, il n'y a pas eu d'énormes changements. Donc c'est vrai, pas sur le plan juridique, du moins, il y a eu donc la commission, donc le commissariat de la mazirité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur le plan, on peut dire, entre guillemets, culturel, donc des chaînes de télé, de ce point de vue-là, oui. Il y a eu l'enseignement du kabyle, oui. Mais sur le plan, on peut dire, légal et juridique, l'avancement a été presque nul. En 2008, il y a eu l'adoption d'un code de procédure civile et administratif qui renforçait le rôle de l'arabe. Donc, en fait, cette loi prévoyait que toutes les plaidoiries devaient être faites en langue arabe, et toutes les requêtes aussi, tous les arrêts. Alors, il faut attendre donc 2016, mais là je reviens au discours, pour avoir ce nouveau article 4 qui prévoit que Tamazigh, langue nationale et langue officielle. Alors très rapidement, je pense que j'essaierai un peu de mettre de l'ordre un peu dans ces critiques, sans paraître un peu trop prétentieux. Il y a deux ordres, le problème se pose de deux façons, selon moi c'est un peu différent. Alors d'un côté, nous avons la reconnaissance, le problème de la reconnaissance d'une langue, donc déjà le fait que le tamazigh devrait devenir langue officielle, cela comporte une sorte de bilinguisme. C'est une contrainte. Donc il faudrait aussi que cette langue puisse atteindre le niveau d'une langue véhiculaire. Donc il faudrait un aménagement linguistique. En fait, cela est un processus plutôt lent, vu l'état des lieux. Il y a des travaux, il y a eu des travaux qui ont été déjà faits par le commissariat de la mazirité avec des dictionnaires bilingues qui ont été mis. Des travaux semblables ont été faits au Maroc. Mais c'est une réforme, on peut dire, qui prendra le temps. Il faudrait une nouvelle génération de berbérophones qui puissent maîtriser ce berbère standardisé déjà, écrit. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est un problème politique d'ingénierie sociale. Il faudra créer une nouvelle forme de berbère qui puisse coexister avec l'arabe et le français. Deuxièmement, le problème aujourd'hui, c'est un problème un peu plus urgent. Il y a un deuxième ordre de problème, c'est l'accès à la justice. Surtout dans des régions, je parle de la Kabylie, où la plupart, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'arabe classique, qui ne maîtrisent aussi pas le français. En fait, les arrêts sont aujourd'hui rendus, et même tous les qui n'ont en langue arabe. Et du moins, on pourrait penser que le problème est résolu parce qu'il y a des avocats kabyles qui sont bilingues, qui peuvent traduire à leurs clients.
peut dire, la décision. N'empêche que l'avocat n'est pas une présence obligatoire dans le procès algérien. Et n'empêche que plusieurs personnes, et c'est souvent les catégories les plus pauvres et les plus défavorisées qui ne peuvent pas avoir des avocats, qui, en fait, n'ont pas accès à la justice. Et là, on est en dehors de la question, on a confondu la question de l'officialisation avec une autre problématique. C'est problématique, donc, on peut dire, de l'accès à la justice. Parce que ça, c'est le problème immédiat. C'est deux plans différents, qui sont souvent confondus. Donc, je lance un peu cette réflexion. Je fais un exemple pratique. En France, comme en Italie, un berbérophone a le droit d'avoir un interprète de langue berbère. Si vous allez sur les sites internet des tribunaux français, mais je vous assure, même en Italie, vous avez des interprètes de langue arabe dialectale, de langue berbère. Que je sache, les langues berbères ne sont pas langues officielles ni en France ni en Italie. Mais il y a une reconnaissance de ce droit-là. Et là, c'est le statut qu'il faut... Et là, il faut repenser un peu le rapport entre le droit et les langues, entre guillemets, vernaculaires. Parce que là, cette loi, en fait, a de très beaux principes, mais... Et les critiques et la façon dans laquelle elle a été critiquée, à mon avis, est plutôt confuse. Parce que d'un côté, il y a ceux qui disent oui, il faudrait que la création d'un berbère performant, mais il faudrait une autre génération, il y a des travaux à faire. Mais aussi cette problématique qui a été même confondue avec la première, qui est celle de la présence des interprètes au sein des tribunaux en Kabylie. Et ça, c'est une autre question. Parce que, et là, ça c'est une question qui se posera. Parce que du moins, la définition de langue officielle impose une contrainte au législateur algérien. Donc en conclusion, on peut voir que la question des langues amazighes déjà est plutôt complexe. Pour l'appréhender, il faudrait un anglais ainsi interdisciplinaire. On ne peut pas ne pas traiter de l'histoire, de la compréhension, de la géographie, de la connaissance. C'est une question qu'il faut traiter sur un anglais qui se veut aussi régional, territorial. L'Algérie n'est pas le Maroc. La Kabylie, la question kabyle n'est pas la question touareg. Et aussi, ce point de vue-là, est aussi appréhendé aussi de façon, même sous l'anglais juridique, du droit constitutionnel. Et là, c'est assez intéressant de voir, par exemple, cette terminologie de langue nationale et langue officielle. Si on va dans il n'y a pas une définition homogène dans tous les manuels de droit constitutionnel. Il faut aller, par exemple, ici au Canada, cette définition a été donnée. En fait, il faut aller sur le site du ministère de la Justice ici au Canada. On voit que, on peut dire, la langue nationale est une langue qui a une certaine reconnaissance, mais la langue officielle impose une contrainte. C'est ça la véritable... Et là, il y a une contrainte que le législateur se pose. Donc, on va voir dans le futur ce qui va être de cette question. Je vous remercie.